Dans cette vidéo, je vais vous introduire à un type de réseau de neurones qui est vraiment très populaire, qui s'appelle les GAN, les Generative Adversarial Networks. Donc déjà pour partir de la base, je vous rappelle que depuis le début, le but c'est d'essayer de trouver ou de modéliser P de X. X, c'est souvent ça peut être vu comme des images, par exemple. Okay? X, ça peut être une image, ou encore ça peut être du son, peu importe. Donc, si je suis capable de trouver P de X, de modéliser ça, mais je serais capable d'échantillonner des X de P de X et ainsi générer des images ou du son ou du texte qui seraient extrêmement réalistes. Le problème, c'est que P de X est trop complexe. On l'a mentionné à quelques reprises. Donc, pour simplifier le problème, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire une variable latente, ou enfin un vecteur de variable latente, afin d'avoir une distribution jointe qu'on peut représenter comme la conditionnelle de x étant donné z fois p de z. Donc ça, c'est une distribution P de Z qui est une distribution a priori, qui devrait être relativement facile à échantillonner. Puis une fois qu'on a trouvé un échantillon Z, mais on peut le donner à P de X étant donné Z, un modèle génératif. Et ce modèle génératif-là, comment on fait pour le trouver? Ben, on utilise un réseau de neurones. C'est ça qu'on a fait pour les autoencodeurs variationnels. Donc, comme pour les autoencodeurs variationnels, on va supposer que la distribution a priori est facile à échantillonner. Et très souvent, on va supposer que c'est une distribution gaussienne. Donc, P de Z, c'est une gaussienne. Puis, comment faire pour estimer P de X étant donné Z? Ben, c'est un peu toujours la même réponse qu'on a avec les réseaux de neurones. On va utiliser un réseau de neurones parce que ce sont d'excellentes machines pour estimer des probabilités conditionnelles. Donc, on aurait une distribution on fait une configuration qui ressemble à ça ici. On a une distribution gaussienne que je veux pouvoir échantillonner. Donc, je prends un échantillon et au hasard de cette distribution-là ici, ça me donne un vecteur Z que je donne en entrée à un réseau de neurones qui va me générer en sortie des images. Or, tout dépendant du Z que je vais prendre, certaines de ces images seront de mauvaise qualité, surtout au début, là, quand le générateur n'est pas entraîné. Donc, certaines pourraient être de mauvaise qualité, d'autres de qualité moyenne et d'autres de meilleure qualité. Et le problème, c'est que il faut l'entraîner, le générateur. Et pour l'entraîner, ben, ça prend une fonction de coût. Donc, ça prend une perte. Puis, ce qui dit perte, dit que ça prend, d'une certaine façon, une cible pour pouvoir calculer une perte. Ben, dans le cas d'un autoencodeur, variationnel ou non, ben, le problème ne se pose pas pour la perte. C'est très facile parce qu'au fond, on a un signal X en entrée, mettons une image, qu'on passe à travers un générateur qui va me donner un vecteur Z. Et Z, je vais le donner à mon décodeur qui, lui, va me produire une image de X'. Puis, ben, la fonction de coût, par exemple, pour un autoencodeur vraiment simple, ça serait une différence au carré. Ou encore, si c'était un auto-encodeur variationnel, ben, la fonction de coût, ça serait la ELBO, la Evidence Lower Bound. Le problème, c'est qu'avec les GAN, on n'a pas de générateur ici. Ça veut dire qu'on n'a pas d'image X ici en entrée. Tout ce qu'on a, c'est P de Z et un générateur. Donc, on a quelque chose comme ça ici. On a Z. En fait, on a, pour être plus formel, on a P de Z. Puis ici, Z a été échantillonné de P de Z. Hein? Et donc, je prends Z échantillonné et je le donne à mon générateur qui va me produire une image. Et bien, cette image-là ici, je vais être capable de dire si elle est bonne ou pas bonne. Okay? Est-ce qu'elle est réaliste ou pas réaliste? Donc, ça me prend une fonction de perte. Le problème, c'est que j'ai pas une cible, j'ai pas une référence. Donc, si je m'arrête là, entraîner un réseau comme celui-ci, c'est impossible parce que j'ai pas de façon de calculer une fonction de coût. Or, comment faire pour trouver une fonction de coût à un problème comme celui-ci? Réponse classique pour les réseaux de neurones, on va utiliser un deuxième réseau de neurones. Donc, on va approximer la perte à l'aide d'un deuxième réseau de neurones ainsi qu'une base de données d'images de référence. Donc, par exemple, mettons que j'ai un générateur qui prend en entrée un vecteur Z qui a été échantillonné d'une gaussienne et son but, c'est de générer des images synthétiques de visages humains. Ben, ce que je peux faire, c'est de prendre une base de données d'images réelles, par exemple la base de données Célèbre A, qui sont des visages de célébrités. Et là, le but du jeu, c'est que le générateur produise des images qui sont tout aussi réalistes que les images qui sont ici dans la base de données.
Mais comment on fait pour déterminer si une image que j'ai produite, par exemple l'image qui serait ici, comment je fais pour dire que cette image-là, elle est plus réaliste que l'image qui est la suivante? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre réseau de neurones qu'on va appeler le discriminateur, qui lui, ni plus ni moins, c'est un réseau de neurones, c'est un classifieur de classe, qui va essayer de dire, si je lui donne une image qui est ici, il va essayer de deviner que c'est une image synthétique, alors que si je lui donne une image qui est en bas, il va essayer de déterminer que c'est une image qui est réelle. Et en fait, il faut bien comprendre que le gradient que je vais calculer va éventuellement percoler comme ça ici et me permettre d'entraîner le générateur. C'est un peu l'idée. Donc, d'une certaine façon, on peut dire qu'ici, j'ai des données qui sont étiquetées parce que toutes les données qui sont générées ici, hein, mes G de Z, donc chaque donnée G de ZI est associée à l'étiquette T égale, donc TI, ici est égal à synthétique. Tandis que les images X seraient là, XI, sont associées à une cible qui serait la cible réelle. OK? Donc, ça, ce sont des images réelles. Ça, ce sont des images synthétiques. Et d'une certaine façon, j'ai réussi à étiqueter des données sans trop avoir à travailler. Donc, mes données étiquetées, ça ressemble à ça. J'ai des données qui sont produites par mon générateur, donc des données synthétiques, et j'ai des données réelles. Donc, je me construis une base de données comme ça ici, avec mon générateur puis ma base de données réelle, et là, je vais entraîner un discriminateur. Donc, j'ai deux réseaux qui vont avoir des objectifs qui sont diamétralement opposés. Pour le discriminateur, son objectif, c'est d'être capable de correctement différencier des images synthétiques d'images réelles. Donc, à chaque fois que le discriminateur se fait donner des images comme celle-ci, son but, c'est de produire la sortie synthétique, alors que quand on lui donne les images qui sont en bas à gauche, le générateur, son objectif, c'est de produire l'étiquette de classe réelle. Donc, comme c'est un classifieur qui est binaire, la sortie de ce réseau de neurones-là, ça va être une régression logistique. Donc, la perte pour entraîner ce réseau-là, ça sera une entropie croisée. Donc, une perte qu'on maîtrise très bien maintenant à ce point-ci dans le cours. Donc, par exemple, si je prenais un petit réseau jouet comme celui-ci, qui est en fait un réseau de neurones à 3 couches cachées avec une sortie qui fait une régression logistique, 2 classes, ben, on a vu que pour entraîner un réseau de neurones comme celui-ci, vous l'avez même fait en travail pratique, on va utiliser une entropie croisée qui correspond à l'équation mathématique que voici. Dans notre cas à nous, quand on utilise des GAN, c'est pas tellement un réseau de neurones comme celui-ci assez simple qu'on va utiliser, mais c'est plutôt un réseau de neurones de type, par exemple, ResNet ou VGGNet ou encore GoogleNet. Bref, un réseau de neurones assez performant qui est capable d'apprendre à classifier des images X en deux classes. Donc, il y a la classe réelle et la classe synthétique. Donc, ça ici, ça correspond à la classe réelle. Et ça correspond à la classe synthétique. Comme les images synthétiques ont été produites par le générateur, ben, au lieu d'avoir D de X, on va plutôt parler ici à droite de D de G de Z. OK? Donc ça, c'est mon générateur. Ça vient du générateur. Tandis que ça ici, ça vient de ma base de données, BD. Et donc, à la sortie de mon discriminateur, donc le discriminateur est représenté ici par la lettre D, ben, D de G de Z, c'est lorsque je lui donne en entrée une image synthétique, puis sinon j'ai D de X lorsque je lui donne en entrée une image réelle. Donc, sans perte de généralité, ici, on a une somme sur l'ensemble de toutes nos données. Donc, une partie de cette somme correspond à des images synthétiques, une autre partie des images réelles. Ben, si je subdivise cette somme-là en deux parties, sans aucune perte de généralité, je peux toujours dire que ben, j'ai la somme sur toutes mes données réelles, plus la somme sur toutes mes données synthétiques. Bon, ici, j'ai un moins et un moins qui apparaît là, parce que j'ai un moins qui était ici, et puis j'ai un moins qui était là. OK? Donc, c'est de là que provient le moins ici et le moins qui est là. Et donc, j'ai ici 1 sur le nombre de données réelles fois la somme de i égale à 1 jusqu'au
nombre total de données réelles, du log de la sortie de mon discriminateur, moins 1 sur le nombre de données synthétiques, la somme sur toutes mes données synthétiques, log de 1 moins la sortie de mon réseau de neurones pour ces données synthétiques. Donc, un petit rappel, l'espérance mathématique, l'approximation de Monte-Carlo. Je vous rappelle que l'espérance mathématique de x, c'est l'intégrale de x fois p de x. Puis l'espérance mathématique d'une fonction de x, c'est l'intégrale de la fonction de x fois p de x dx. Ben, ces deux intégrales-là, on peut les approximer par des approximations Monte-Carlo. Je vous rappelle que l'espérance mathématique, c'est une moyenne. Donc, visiblement, ici, on a l'équation d'une moyenne où chacun des xi a été échantillonné de p de x. Même chose ici en bas. Donc, en fait, ces deux équations que j'ai ici, ce sont en fait les approximations Monte-Carlo des espérances mathématiques que voici. Donc, ça ici, ça là, c'est une approximation Monte-Carlo de ça ici. Donc, la représentation en bas est une représentation plus générale que la loss que j'ai en haut. Donc, ça me dit tout simplement que la loss que je cherche à minimiser mon discriminateur, ben, c'est moins l'espérance mathématique du log de la sortie de mon réseau, moins l'espérance mathématique pour les données qui ont été générées par mon générateur, donc les données synthétiques, du log de 1 moins la sortie de mon réseau. Donc, l'objectif du discriminateur, c'est de minimiser cette fonction-là ici. Mais c'est un peu bizarre de minimiser moins une fonction, moins une autre fonction. Alors, dans la littérature, puis WD, ce sont les paramètres de mon discriminateur. Donc, dans la littérature, ce qu'on va plutôt voir, c'est qu'on va chercher à maximiser. Puis là, on a enlevé les moins ici. Donc, les deux moins ici, on les a enlevés, on a remplacé par des plus. Donc, finalement, si je minimise moins une fonction, moins une autre fonction, ça revient à maximiser la première fonction plus la deuxième fonction. Donc, l'objectif ça, c'est le but du discriminateur, c'est d'être le plus performant à distinguer d'une image réelle d'une image synthétique. Alors que le générateur, lui, son but, c'est de produire des images qui sont les plus réalistes possibles. Donc, par exemple, si j'ai un générateur qui me produit des images qui sont comme celle-ci, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait parfait. Et donc, ces images-là, le discriminateur va être va avoir de la facilité à les distinguer d'images réelles. Par contre, si j'avais un générateur qui était vraiment plus performant et dont les images produites étaient extrêmement réalistes, comme les images que voici, ben mon discriminateur ne serait pas capable de distinguer si les images qui proviennent d'ici sont des images synthétiques, alors que les images d'ici sont des images réelles. Donc, le discriminateur verrait sa loss augmenter, puis il serait plus capable de s'améliorer, ou enfin, il y aurait beaucoup de difficultés à s'améliorer. Donc, l'objectif du discriminateur, c'est de bien distinguer les images réelles des images synthétiques. Ça, on l'a déjà mentionné avant. Donc, c'est de maximiser ce terme-là ici. Par contre, l'objectif du générateur, c'est de produire des images qui sont synthétiques, indistinguables des images réelles. Donc, ça veut dire que le générateur, son but, il est ici le générateur, son but, c'est de minimiser ce terme-là ici. Et comme le premier terme ici ne dépend pas de G, on va juste garder le deuxième terme. Fait que le but, c'est de minimiser ce deuxième terme-là ici. Ce qui nous amène à ce qu'on appelle le two-player minimax game. Dans la littérature sur les GAN, cette formule-là revient sans arrêt. Pour le discriminateur, on va chercher à maximiser le terme qui est la somme de ces deux termes-là. Mais pour le générateur, on va chercher à minimiser ce terme-là ici. Okay? Donc, il y en a un qui veut le minimiser, l'autre le cherche à le maximiser. Parfois, on va voir aussi, c'est l'idée d'un faussaire avec un policier. Donc, par exemple, on aurait un générateur qui cherche, qui serait un faussaire, qui cherche à produire des billets de banque qui sont les plus réalistes possibles. Et ça, ici, ça serait un policier qui, lui, essaie de voir la différence entre un vrai billet de banque et un faux billet de banque. Donc, au fur et à mesure que le policier s'améliore, le générateur devient de moins en moins bon. Et donc, le générateur va devoir s'améliorer pour pouvoir tromper le policier, etc.
Donc, dans les faits, autre petite note, au lieu de minimiser ce terme-là ici, on va plutôt maximiser le terme qui est ici. En fait, on va éliminer le 1 moins. Donc, en éliminant le 1 moins, ben, au lieu de minimiser, on se retrouve à maximiser. Et là, l'entraînement est beaucoup plus facile en faisant ça. Donc, voici issu de l'article de Ian Goodfellow de 2014, qui est un article qui est qu'on doit absolument lire si jamais un jour on s'intéresse au GAN. C'est le premier article qui a été publié là-dessus. Et ça, c'est l'article qui a été, c'est l'algorithme qui a été proposé. Donc, c'est un algorithme qui fonctionne en deux temps. Dans un premier temps, on met à jour les paramètres du discriminateur. Donc, on génère des points au hasard. OK? Z de ma distribution a priori P de Z, qui est une gaussienne. Et de ces Z-là, je vais utiliser mon générateur qui va me produire des images synthétiques et je vais mettre à jour mon discriminateur en donnant à mon discriminateur des images synthétiques que je viens de générer ainsi que des images réalistes. Une fois que ça c'est fait, je vais me prendre une mini batch de données prises de vecteurs pris au hasard. Je vais me générer des images synthétiques et je vais mettre à jour les paramètres de mon générateur. Une fois que les paramètres du générateur ont été mis à jour, ben je recommence avec à me remettre à jour les paramètres du discriminateur et je continue comme ça.